Bonjour. Dans cette séance, nous allons rappeler les principaux chapitres qui ont constitué le module de mécanique des sols 1 et ensuite introduire le cours de mécanique des sols 2 en guise de continuité. Donc, le cours de mécanique des sols, sous la forme enseignée notamment à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, est composé de la mécanique des sols 1 que nous allons rappeler brièvement les principaux résultats ou principales notions qui ont été exposées. Alors, dans le chapitre 1, qui s'intitule « Identification et classification des sols », après l'introduction où on définit qu'est-ce que c'est qu'un sol, son origine, la constitution des sols. Donc, nous avons parlé des types de sols et de la structure et de l'identification des sols. Alors, dans ce contexte, les points focaux étaient les paramètres physiques des sols, la granulométrie et les essais spécifiques à une catégorie de sol. Alors, tout cela nous amène à la classification des sols. Alors, concernant l'identification d'un sol, donc, on rappelle qu'elle comporte généralement 3 étapes. Pour déterminer, bien sûr, en faisant l'extraction d'échantillons intacts ou en reconstitution du sol, on détermine les paramètres physiques, tels que le poids volumique du sol et bien d'autres paramètres. Ensuite, on doit faire les essais granulométriques, la granulométrie de manière générale. Donc, ces 2 étapes sont essentielles pour tout type de sol. Mais en troisième lieu, nous avons dit qu'il y a des essais spécifiques à une catégorie de sol, c'est-à-dire selon la catégorie de sol considérée, quel essai peut-on faire? Alors, pour la granulométrie, ici, on montre le résultat qu'on obtient à partir de ce qu'on appelle une analyse granulométrique. Alors, sur cette figure, donc nous voyons ici une courbe, et cette courbe, elle est tracée à partir de ce qu'on appelle du pourcentage en poids du tamis accumulé ou le passant des particules du sol qui ont une dimension inférieure à D. Donc, le rappel, on va dire, important qui reste, même pour le cours de mécanique des sols, c'est que nous avons 2 grandes catégories de sols, les sols grenus et les sols fins. Donc, les sols grenus, c'est pour lesquels la presque totalité des dimensions des particules est supérieure à 80 microns. Et de l'autre côté, nous avons les sols fins. Bien sûr, en guise d'exemple, les sables, les graviers sont des sols grenus, les limons argileux sont des sols fins, presque. Donc, ce qui est important de noter, c'est que le procédé de tamisage est fait sur la fraction des sols grenus, alors que le procédé de sédimentométrie est fait sur les particules de sol fin, de dimension inférieure à 80 microns. Donc voilà le résultat essentiel de l'analyse granulométrique d'un sol. Et cette courbe granulométrique, elle est très importante dans tous les problèmes de mécanique des sols. Alors, pour les essais spécifiques à une catégorie de sol, donc ces essais sont ciblés, c'est-à-dire si je fais l'essai en question sur le sol grenu, alors il ne se fait pas pour le sol fin et vice-versa. Donc l'objectif de ces essais spécifiques, c'est que nous allons introduire un paramètre qui va aider à une meilleure compréhension du comportement du sol vis-à-vis d'une situation, d'une condition donnée. Par exemple, la présence de l'eau. C'est-à-dire la présence de l'eau. Donc, nous avons dit que pour les sols grenus, la présence de l'eau ne modifie pas, en gros, les propriétés du sol d'une manière générale. Alors que pour les sols fins, la présence de l'eau, notamment en fonction de la quantité d'eau présente, elle va modifier le comportement du sol. Alors, on va commencer par l'essai le plus connu sur les sols grenus.
notamment les sables, c'est ce qu'on appelle la densité relative. Et cet essai, on va dire, il considère différents états de l'indice des vies du sol, qui permet de comprendre d'une certaine manière que si le sol a un indice des vides minimum, il est bien dense, les vides sont réduits au minimum. Dans le cas opposé, les vides au maximum va correspondre à un sable où, on va dire, l'état il est lâche. Et on compare bien sûr le module, plutôt l'indice des vides naturels de ce sable à ces deux limites. Et on va conclure sur la densité relative. C'est-à-dire, si un sable a une densité relative de 30%, on va dire il est plutôt lâche. S'il a une densité relative de 70% ou supérieure, c'est un sable dense. Pour les seules fins, l'essai le plus connu, qui se fait systématiquement, c'est l'essai des limites d'Adderberg, qui permet de définir ce qu'on appelait la limite de plasticité, la limite de liquidité et l'indice de plasticité. Donc cet essai il est très important parce que ces paramètres-là peuvent nous permettre de connaître la plasticité du sol et bien d'autres paramètres, notamment en utilisant des corrélations. Toutefois, pour une catégorie de sols particulière qui s'appelle les sols organiques, on peut déterminer également la teneur en matière organique. Donc voilà pour les essais spécifiques à la catégorie de sol. Alors, nous allons passer au chapitre numéro 2, qui est la mécanique des milieux contenus au sol. Alors, dans ce chapitre, en guise d'introduction, on parle plutôt d'un massif de sol composé de plusieurs couches et on a considéré sa modélisation. Comment on modélise un massif de sol. Par la suite, on a parlé de l'état de contrainte dans le sol et nous avons montré que l'usage du cercle de Moore, il est important pour déduire les états de contrainte. Par la suite, on a présenté les équations d'équilibre. On a parlé de la loi de comportement des sols. Donc, ceci a amené au calcul des contraintes dans le sol pour deux, on va dire, situations complémentaires. La pesanteur d'une part et les contraintes dues aux surcharges appliquées sur le massif du sol. Donc, voilà le contenu de ce chapitre et pour lequel, donc, il y a bien de notions nouvelles introduites, par exemple, sachant que le sol contient de l'eau, alors cette eau est le siège d'une pression, d'accord? Et que pour introduire cette pression qui existe dans l'eau, donc nous avons considéré ce modèle où on a une couche d'eau qui surmonte un sol, bien sûr ce sol va être saturé. Donc, si on calcule la contrainte verticale totale à cette profondeur, donc somme des gamma I, Z, I permet d'écrire cette équation-là. Alors, lorsque on introduit la pression interstitielle, qui est une pression isotrope, il est égal tout simplement au poids volumique de l'eau fois la profondeur au-dessus du point. Comme nous avons ici H plus Z, voilà la valeur de la pression interstitielle. Mais à partir de là, en utilisant le postulat de Terzaghi, on calcule la contrainte effective. La contrainte effective est la différence entre la contrainte totale et la pression interstitielle. Et elle fait apparaître le poids volumique déjaugé du sol qui est défini juste dans l'état saturé. Et ici, on présente ces résultats par le biais de diagramme, c'est-à-dire comment on varie la contrainte en fonction de la profondeur. Bien sûr, c'est des portions de droite, parce que c'est la relation est linéaire. Alors, ce rappel sur la contrainte effective, il est important parce qu'il va être utilisé dans toutes les applications que nous allons évoquer dans la mécanique des sols. Alors, pour le calcul des contraintes, donc on utilise le principe de superposition, notamment, pour dire qu'en un point donné, à une profondeur donnée, la contrainte verticale, c'est la contrainte prédominante, est égale à la contrainte due au poids du sol, sigma V0, gamma Z, et ce qu'on appelle l'excès de contrainte dû à la surcharge. Cette surcharge, elle va engendrer un excès de contrainte au point, et on va calculer ça, bien sûr, à partir de la théorie de Boussinesq, en utilisant plusieurs approximations ou d'ABAC pour trouver le résultat. Alors, dans le chapitre 3, l'hydraulique des sols, donc, en guise d'introduction, on montre que l'eau peut être en écoulement dans le sol, et par la suite, on introduit les propriétés hydrauliques des sols.
Ensuite, on étudie les écoulements permanents. C'est la situation la plus, on va dire, courante dans les sols, ce qu'on appelle les écoulements permanents. Et dans ce chapitre, nous avons mis en évidence ce qu'on appelle la poussée d'écoulement et l'application, on va dire, du problème d'écoulement d'eau. C'est ce qu'on appelle la stabilité du fond d'une excavation, d'une fouille. Donc, la propriété importante qui régit l'écoulement d'eau, c'est la charge hydraulique. Donc, après avoir introduit cette notion par le théorème de Bernoulli, et nous avons parlé de, c'est-à-dire le fait que la vitesse d'écoulement d'eau par ce terme-là, elle est très négligeable. Donc, la charge hydraulique s'écrit sous cette forme-là, H égale Z plus U sur gamma W. Donc, lorsqu'il va y avoir un écoulement, au fait, il y a une différence de charge, il va y avoir un gradient hydraulique. Et dans tous les problèmes d'écoulement, on va dire l'inconnu à chercher, c'est cette charge hydraulique qui est une fonction du point et que l'on détermine notamment dans le cadre du cours de mécanique des sols, ce qu'on appelle les écoulements permanents. D'accord. Donc, la résolution des problèmes d'écoulement nécessite, bien sûr, pour calculer la charge, de définir des conditions aux limites. D'accord. Ces conditions aux limites, notamment, vont nous dire de quel côté, vers quel autre côté l'écoulement va se faire, et notamment lorsqu'on identifie qu'il y a une différence de charge. Donc, pour le cas ici, sur cette ligne AN de la digue en contact avec l'eau, la charge hydraulique en n'importe quel point est égale à grand H, cette hauteur-là, alors que ici, au niveau de ce qu'on appelle le grain, cette charge est une valeur faible par rapport, bien sûr, à grand H. Donc, il va y avoir l'écoulement de là à là. Et par la suite, bien sûr, on va introduire la méthode de résolution de l'écoulement. Alors, la grandeur la plus importante qu'on va également utiliser dans le cours mécanique des sols pour expliquer bien le phénomène, c'est ce qu'on appelle la loi de Darcy. Cette loi de Darcy qui permet d'introduire la perméabilité du sol. Donc, elle nous permet d'écrire ou de calculer la vitesse d'écoulement de l'eau dans le sol en fonction du gradient hydraulique de l'écoulement. Donc, K, la perméabilité, c'est un coefficient qui a l'unité d'une vitesse pour nous dire quelle est la vitesse d'écoulement. Alors, dans ce contexte, si on a un sol granule, cette vitesse, on va dire, est relativement forte par rapport au cas d'un sol fin, où cette perméabilité est très faible. Donc, on peut approximer le fait que la vitesse d'écoulement d'eau dans un sol granule est, on va dire, 10 000 fois plus grande que celle d'un sol fin. Alors, l'application, on va dire, l'une des applications les plus connues en mécanique des sols, c'est ce qu'on appelle la stabilité d'un fond de fouille. Donc, lorsqu'on a un massif de sol et dans lequel nous allons excaver jusqu'à une certaine profondeur, donc, dans ce contexte, donc ici, on a pris une couche d'argile où l'écoulement, il est, on va dire, très, très lent par rapport à celle de la couche de sable ici. Et on a vu que, en fait, si je vais excaver sur une profondeur H2 par rapport au niveau de la nappe, parce que l'écoulement va avoir lieu, bien sûr, de là à là, donc il va y avoir une différence de charge, mais au fait, ce bloc de sol AB, A'B', qui correspond à la partie inférieure du sol sous le fond de l'excavation, dans deux conditions différentes, ce qu'on appelle le court terme et long terme, il va être le siège d'un écoulement. Alors, l'écoulement permanent ne peut avoir lieu qu'après un certain temps, ce qui correspond au cas du long terme. Alors que dans un premier cas à court terme, c'est très difficile à l'eau de pénétrer ici, donc on montre qu'il va y avoir une pression interstitielle qui va essayer de soulever ce bloc AB, A'B', mais le sol va, on va dire, résister sous l'effet de son poids total. Et de là, vous allez introduire, en écrivant la condition, vous allez introduire une relation entre H2 et H1 pour vous dire quelle est la limite à ne pas dépasser sur H2 ou d'une autre manière, quelle est la valeur minimale de H1 à laisser pour que ce fond soit stable. Donc voilà l'objectif, par exemple, de l'étude d'écoulement d'eau à travers un sol, c'est assurer la stabilité d'un fond de fouille, mais ça peut être la stabilité d'un talus ou d'une fondation, etc. Alors le dernier chapitre
du cours mécanique des sols 1, c'est un chapitre important parce qu'il contient ou parce qu'il est le lieu d'introduire une notion très importante, consolidation, la consolidation, qui est très claire sur les sols fins notamment. Et l'une des applications de la consolidation, c'est les calculs du tassement. Donc, puisque le mot consolidation, on va dire, c'est un mot-clé pour le cours de mécanique des sols 2, on va s'attarder un peu juste à l'explication de la consolidation. Alors, on a parlé du tassement d'un sol, qui sont les causes et les effets, et par la suite, la consolidation des sols fins saturés et les calculs du tassement à court terme et à long terme. Bon, on a parlé également d'application de consolidation, mais voilà ce que nous devons retenir de ce cours, surtout lorsqu'un sol fin saturé est le siège d'un chargement maintenu constant. Nous avons montré que parce que le sol fin a une perméabilité très faible, au départ, il est très difficile qu'il va y avoir l'écoulement d'eau. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle des surpressions interstitielles. C'est-à-dire, nous avons dit que ce chargement conduit à un excès de contrainte qui va être, on va dire, scindé en deux parties. L'un qui va vers les grains, contrainte effective, et l'autre va être l'eau en termes de surpression. Donc, au début, suite au chargement, ce volume autour du point M se déforme à volume constant et la mesure nous dit que pratiquement l'excès de contrainte est transmis pratiquement vers l'eau par la surpression. Alors que on montre pour ce problème-là qu'il va y avoir un écoulement des points les plus chargés, c'est-à-dire où le delta sigma est le plus important vers les points où il est négligeable. Et par la suite, l'écoulement, bien sûr, va s'accompagner d'une diminution des vides, parce qu'il y a un départ d'eau, mais cette diminution des vides, elle va s'accompagner de la dissipation de la pression, ce delta U va diminuer, et puisque delta sigma est constant, bien sûr, la diminution de delta U va se transférer vers les grains. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que la consolidation du sol fin saturé nous permet de comprendre qu'il y a une surpression interstitielle qui est engendrée par le chargement. Alors, la consolidation primaire, c'est-à-dire le temps initial à partir du chargement jusqu'au temps final où la surpression s'annule, peut être modélisée par, on va dire, ce modèle très simple, un cylindre qui composé d'un ressort qui comprend un ressort dans l'eau et un piston de chargement. Et le piston doit être le lieu, on va dire, d'une issue de drainage. Donc ce système, on comprend très bien que sous l'action d'un chargement, si on bloque le drainage, ben, le piston est quasiment en contact avec l'eau. Donc toute cette force en termes de contrainte est reprise par la pression. Mais si on laisse la possibilité de drainage, bien sûr l'eau va sortir. Et lorsque l'eau va sortir, le volume va diminuer, le piston va s'abaisser. Donc bien sûr, le ressort va se déformer. Et le fait qu'il se déforme, c'est-à-dire qu'il prend une certaine partie de la force, et petit à petit, à un certain moment, la force va être quasiment reprise par le ressort, par l'écran, et l'eau qui reste, c'est une eau libre où il n'y a aucune contrainte. C'est ce qui est matérialisé par ce petit tableau. On met le temps initial, un temps quelconque et le temps final. Donc, entre le temps initial et le temps final, on voit très bien que l'eau supporte toute la charge au départ et à la fin, pratiquement, elle ne supporte rien, alors que le ressort, qui correspond au modélisme des grains, au départ, pratiquement, il ne prend rien et à la fin, il prend toute la charge. Et c'est ça la consolidation primaire. Alors, cette consolidation a été, bien sûr, introduite dans le cadre d'un essai très connu, l'essai budiométrique, où on va charger le sol sans déformation latérale. Donc, il va y avoir une déformation axiale qui nous permet de mesurer le tassement delta H, avec H l'épaisseur de l'échantillon. Et pour une contrainte donnée, on va suivre l'évolution du tassement S en fonction du temps. Et voilà ce qui importe de dire que dans cette partie-là de 0 à TF, le delta U est différent de 0, c'est la consolidation. Et à partir de TF, lorsque delta U égale 0, on obtient le tassement final dû à la consolidation. Cette partie correspond à ce qu'on appelle le fluage ou compression secondaire. C'est une déformation du squelette sans suppression.
Alors, en guise de résultat très important pour les calculs de tassement, on établit ce qu'on appelle la courbe odométrique, qui permet de voir la diminution d'indice des vitres en fonction de la charge dans cette échelle semi-logarithmique. Et là, vous avez tout simplement des exemples de courbes odométriques qui nous permettent évidemment de déterminer cette pente, l'indice de compression, qui nous permet de déterminer ce qu'on appelle la contrainte de préconsolidation du sol, et également l'indice de gonflement lorsqu'on décharge le sol. Ceci nous permet bien sûr de calculer à partir du fait que le sol ne se déforme pas latéralement et qu'il y a la variation de volume, c'est pratiquement celle de l'épaisseur. Donc vous pouvez calculer le tassement du sol en utilisant bien sûr les deux pentes CS et CC, indice de compression, indice de gonflement, et la contrainte de préconsolidation. Donc voilà comment nous pouvons calculer le tassement à partir des données de l'essai odométrique. C'est ce qu'on appelle le tassement à long terme. Alors, ceci marque la fin du cours de mécanique des sols 1. Pour entrer dans le cours de la mécanique des sols 2, donc nous allons juste introduire, on va dire, les objectifs et le sommaire du cours. Alors, nous allons voir que les objectifs et la méthodologie du cours, le but consiste à dimensionner via une étude de stabilité les ouvrages géotechniques. Peut-être ici, il faut préciser qu'est-ce que c'est que les ouvrages géotechniques. C'est tout ce qu'on construit sur le sol ou en contact avec le sol. Donc, un ouvrage géotechnique, c'est quelque chose qu'on construit sur le sol ou en contact avec le sol ou même dans le sol. Alors, le raisonnement dans le cours mécanique des sols 2, c'est un raisonnement ou une approche qui consiste à analyser la rupture du sol par cisaillement. Et là, on voit déjà un mot-clé, c'est-à-dire que pour dimensionner un ouvrage géotechnique, nous allons analyser une situation particulière, c'est-à-dire comment se produit la rupture du sol sous le chargement apporté par l'ouvrage. Et cette rupture, au fait, a lieu par cisaillement. Alors, ceci va nous amener à introduire de nouveaux paramètres, ou de caractéristiques du sol sont les paramètres de résistance. Ces paramètres de résistance nécessitent de faire des essais un peu spéciaux, parce que ce sont des essais où on va aller jusqu'à la rupture. Dans le cours visé, ce sont les essais de laboratoire que nous allons voir, alors que dans la pratique, on peut faire des essais en place. Et ceci, bien sûr, en simulant les conditions réelles, c'est-à-dire on va faire un essai de laboratoire en s'inspirant de la réalité que l'on peut observer en fonction de l'application. Alors ensuite, lorsqu'on détermine ces paramètres, nous allons faire l'étude de stabilité en question, en raisonnant à la rupture. Et cette étude de stabilité va être spécifique à la catégorie de l'ouvrage, c'est-à-dire on ne va pas analyser exactement un ouvrage, un type d'ouvrage, comme un deuxième type d'ouvrage. Après avoir mené cette étude de stabilité à la rupture, c'est-à-dire nous allons avoir en quelque sorte un résultat qui traduit la rupture. Bien sûr, sur le plan pratique, on va avoir des ouvrages stables. Donc, ça veut dire que nous allons dimensionner l'ouvrage en introduisant ce qu'on appelle une marge ou un coefficient de sécurité réaliste qui devra être assuré lors de son exploitation. Donc, le cours, il contient dans sa première partie la résistance au cisaillement des sols. Ce sont des notions de base à saisir. Et dans sa deuxième partie, les applications au dimensionnement des ouvrages géotechniques. Nous allons voir en premier lieu les ouvrages de soutènement. Il y a 3 types d'ouvrages de soutènement très connus. Les murs de soutènement, les pales planches, les parents moulés. Et ensuite, on va voir les fondations. Donc, pédagogiquement, on va voir les fondations superficielles et les fondations profondes. Mais de point de vue pratique, de point de vue ingénierie, il faut peut-être comprendre quand est-ce que je peux choisir ce type de fondation ou ce type de fondation, sachant que nous pourrons envisager des situations intermédiaires, ce qu'on appelle le renforcement, l'amélioration des sols. Alors, ce point-là ne fait pas partie
du cours mécanique des sols 2. Il pourra être vu dans un autre cadre. Donc voilà, en gros, le contenu du cours mécanique des sols 2. La résistance de ces éléments, c'est des notions de base importantes. Et par la suite, le dimensionnement des ouvrages techniques en focalisant sur les soutènements et les fondations. Merci de votre aimable attention. Le cours et les travaux dirigés à suivre. Je vous remercie.